Écoute, ça va impec. Très content de te recevoir. Est-ce que t'en as pas un peu marre d'être, Pour ton invitation également. bah, avec plaisir. Est-ce que t'en as pas un peu marre d'être reçu partout ces derniers temps, là, ces dernières semaines? Et c'est pas fini parce que j'étais encore ce soir en train de faire des interviews et j'en ai encore demain. Ouais. Ah oui. Ça n'arrête pas. Et donc toujours le même sujet, j'imagine. Ouais, 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 toujours à peu près le même sujet, bon, avec des angles un peu différents selon les médias et les journalistes, et puis des formats un peu différents aussi. Quelquefois, c'est des interviews écrites, d'autres fois, c'est des interviews téléphoniques, d'autres fois, c'est filmé, donc il y a un peu de mise en scène ou de démo. Notamment un explorateur de blockchain, les médias et les journalistes savent pas trop ce que c'est, donc demain je ferai une petite vidéo sur CNN pour expliquer, voilà, sur Mempool comment regarder une transaction Bitcoin. C'était un peu mystique pour les journalistes, donc ils avaient envie de voir ça. Ok. Bah, donc ça sera en anglais? C'est CNN ou? CNN en anglais, ouais, 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 avec la démonstration à la fin de Mempool, hein. Ok, trop cool. Ouais, c'est assez étonnant de voir un média traditionnel qui s'intéresse à ça. Mais peut-être qu'ils comprendront que justement, bah, c'est une mauvaise idée de demander du BTC en rançon Bah, pour le pour expliquer désenvellement. voilà, la traçabilité, le fait qu'on puisse voir le solde de n'importe quelle adresse et comment elle fait des transactions, etc., etc. Ouais. C'était vraiment une illustration de ça en image. Ok. Donc tu l'as déjà tourné ça? Ouais, ça a Ok. été tourné la semaine dernière et diffusion demain. Je sais pas encore exactement à quelle heure, mais de toute façon, je le relayerai sur mes réseaux. Ok, super. Bah, hâte de voir à quoi ça va ressembler, les questions qu'ils t'ont posées. Ça a l'air d'être assez spécial. Ça, c'était voilà, c'était un peu original, cette demande de CNN, et donc c'est bien. C'est pas toujours la même chose. Voilà. Ouais. Bah, comme je t'avais dit, moi, en préparation, entre guillemets, de ce space, j'ai pas envie d'en faire trop non plus sur la loi donc narcotrafic et t'as l'alerte ouverte. Même si je pense que c'est important qu'on se sert de l'audience de Cryptost pour promouvoir aussi ton message. Donc on va en parler au début et surtout on va passer du temps à essayer de voir comment est-ce qu'on peut voilà, répondre au titre de ce space et de ce live, comment protéger sa vie privée en ligne et sur Internet, voir les quelques types, les quelques subtilités qu'il y a et surtout comment on protéger aussi potentiellement la vie privée de son entourage. Si jamais, nous en tant que Bitcoiner, on est pas mal comment dire, on est pas mal sensibilisé à ça, mais souvent autour de nous, en tout cas moi personnellement, j'entends beaucoup les arguments classiques de ah mais j'ai rien à cacher et donc Ouais, ouais, bah ouais, ouais. donc De je toute pense. façon, on a quand même une petite culture. Alors après, ça dépend effectivement aussi d'où tu viens. Si ça fait longtemps que tu fais de l'informatique, si tu t'es intéressé aux crypto que récemment, voilà, il y a des niveaux de culture différents. Mais c'est vrai que grosso modo, dès lors que tu t'intéresses un petit peu à Bitcoin, à la vie privée, bah tu montes en compétence sur ton hygiène un peu informatique et tu connais quelques principes. Ouais. Ouais, exactement. Euh, Écoute, je te propose de commencer. Ça fait déjà quelques minutes. Je pense qu'il arrive, du monde va rejoindre en cours de route. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, dire ce que tu fais, voilà ce que veux bien dire de toi-même, pour que l'audience qui ne te connaît pas sache à qui ils ont affaire ce soir. Je suis René Fils, je suis expert en cybersécurité depuis 20 ans à titre professionnel. J'ai fait beaucoup d'audits de sécurité, de ce qu'on appelle de tests d'intrusion. Et par ailleurs, je suis aussi chercheur, donc j'ai fait pas mal de publications sur des nouvelles vulnérabilités, des nouvelles menaces. Par exemple, je suis à l'origine de la publication des failles sur les cartes bancaires sans contact, dont on a beaucoup parlé. C'était en avril 2012 et ça n'a toujours pas été globalement sécurisé. Donc on entend encore parler 13 ans après. Pas mal travaillé sur tout ce qui est sécurité des protocoles de manière générale. Donc j'aime bien les protocoles sans fil, mais aussi les protocoles type blockchain. Donc je travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et à titre personnel, donc dans Bitcoin depuis assez longtemps, puisque j'ai commencé en 2010 ma découverte de Bitcoin. Euh, et j'ai fait la toute première conférence sur Bitcoin en France, c'était en juin 2011.
un an après, qui se trouve être d'ailleurs la deuxième au monde, semble-t-il, après celle de Gavin Andresen aux Pays-Bas. Donc je ne savais pas, mais j'étais vraiment très early sur le sujet. Bon, malheureusement, j'ai pas gardé mes bitcoins de l'époque. Enfin, tout du moins, je les ai vendus beaucoup trop tôt. Donc, j'en ai plus de l'époque. Je dis ça pour les cambrioleurs qui voudraient me choper des bitcoins. Donc, je suis pas millionnaire en bitcoin. Malheureusement, ouais. Vendu bien trop tôt, malheureusement, et j'en rachète maintenant à plein pot au prix actuel parce que je trouve qu'ils sont pas très chers mais maintenant, de Et rien. Euh, et j'ai beaucoup travaillé sur les méthodes de proof of work. Voilà. En fait, j'ai inventé une méthode de proof of work basée sur les nombres premiers parce que je m'intéresse beaucoup à la cryptographie, aux nombres premiers. Ça a donné lieu à Primecoin et Datacoin, qui étaient deux blockchains. La première est toujours existante et a battu en fait plusieurs dizaines de records du monde. L'idée, c'est d'utiliser des chaînes de nombres premiers pour faire du proof of work et ça permet en plus de battre des records du monde et d'aider les mathématiciens à trouver des chaînes de nombres premiers, ce qui est assez complexe. Donc ça permet entre guillemets de gagner un peu de crypto en aidant la recherche scientifique. Et ça ok, tourne toujours et ça a battu des records du monde, voilà. J'ai aussi bossé sur des dispositifs de minage sur FPGA. Donc j'ai conçu un des premiers mineurs sur FPGA qui a été rentable pendant 2 ans. Et l'avantage du FPGA, c'est que ça chauffe très très peu. Euh, et c'est quoi Ça consomme très très peu, ça chauffe très très peu, et c'était plus puissant qu'un CPU ou qu'une carte graphique de l'époque. Ok. Donc c'est relativement intéressant. Maintenant, c'est dépassé par les ASIC, hein, mais à l'époque, il n'y avait pas d'ASIC. Et c'était à peu près le même niveau de performance, voire un peu plus performant qu'une carte graphique, tout en étant, ça consommait presque 100 fois moins, et c'était la même performance qu'une carte graphique. Et comme ça chauffait pas, il n'y a pas de ventilateur, donc pas de bruyant non plus, donc ça avait plein d'avantages. Ok. En grosso modo, c'est une puce reprogrammable où tu n'utilises que les portes logiques vraiment nécessaires, à l'inverse d'une puce générique comme un processeur ou une carte graphique qui fait plein de choses différentes. Là, c'est une puce reprogrammable où tu fais passer un courant de manière à relier des portes entre elles. Et ça n'utilise que les portes logiques nécessaires pour faire du calcul de SHA-256, par exemple. Et comme ça n'utilise que le minimum de portes nécessaires, ça chauffe que très très peu, ça consomme que très très peu. Ça n'a pas besoin d'être refroidi, ça consomme à peu près une ampoule, pas plus. Et c'est particulièrement optimisé. Tu peux faire plusieurs calculs en parallèle en reliant plusieurs portes en parallèle, en fait. Ok, mais c'est moins performant qu'un ASIC, quoi. Mais c'est moins performant qu'un ASIC, parce que l'ASIC, c'est en fait l'équivalent d'un FPGA, mais que tu, euh, que tu fabriques en usine de manière à ce que ces jonctions-là, elles soient fixes. En fait, le FPGA, c'est un peu un outil de prototypage. Ok. Une fois que tu as fait ton circuit FPGA, tu peux effectivement couler ensuite des puces qui implémentent ce circuit-là. Mhm. Ok. Et Et j'ai accompagné une trentaine d'entreprises ensuite dans leurs projets crypto, blockchain, essentiellement sur les aspects sécurité, justement. Comment avoir une bonne architecture sécurité, comment sécuriser les clés, faire des portefeuilles multisignatures, faire un petit peu de MPC récemment. éviter les hacks à la Bybit, et tout dans le genre. Exactement. Voilà. Bien, voilà, leur donner les bons réflexes sécurité, techniques, physiques et organisationnels, ouais, pour protéger les clés. Ok. Je travaille en ce moment pour un géant du luxe sur ces aspects, voilà, de gestion des clés. Ok, tu peux pas dire le nom, j'imagine. Non, non, non. Ok, ok. Non, ça aurait été intéressant, mais sinon ça n'a pas tant d'importance que ça. Et est-ce que tu te souviens quand c'était la première fois qu'on s'est rencontrés? Pas du tout. Alors, je suis très, très mauvais à ce jeu-là, honnêtement. Ok. Non, mais Je situe les gens, les événements, mais le croisement des deux, j'ai toujours un mal de fou à retrouver non, mais j'imagine. quand j'ai croisé les gens. Moi, c'est une fois qui m'a marqué Tu parce sauras, que
Tu sauras peut-être me le dire, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, c'est une fois qui m'a marqué parce que j'avais vu ta formation, tu sais, sur Plan B, enfin, Découvre Bitcoin que tu avais fait juste avant. Et ensuite, on avait parlé sans que je fasse la connexion et c'est que après, ça m'a fait un tilt. Donc, c'était à Madère. C'était Ah, devant le stand de Plan B Network, il me semble. Et justement, tu m'avais raconté cette histoire par rapport au Bitcoin, comme quoi, à l'époque, donc avant 2010-2011, les Bitcoiners pensaient qu'il y aurait une sorte de parité entre le Bitcoin et le dollar, et que le prix du BTC dépasserait jamais 1 dollar, et donc la majorité a vendu ouais. avant. Alors au contraire, les bitcoiners ne pensaient pas qu'il y aurait une parité avec le dollar, parce que le dollar, c'était la monnaie la plus, voilà, la plus forte, la plus dominatrice au monde en 2011. 2012. Et les bitcoiners se disaient une monnaie créée ex nihilo ne peut pas équivaloir à la monnaie la plus forte au monde en termes de parité. Et donc, ils s'attendaient à ce qu'il y ait un plafond de verre à un bitcoin égale 1 dollar qui serait jamais dépassable. Et il y avait des gens qui, entre guillemets, avaient mis des ordres de vente à 1 dollar, même si on n'avait pas beaucoup d'exchange à cette époque-là, mais qui disaient de toute façon, ça ne peut pas mathématiquement dépasser 1 dollar, donc c'est du grand max, quoi. Ouais. Et effectivement, le jour où ça a atteint le dollar, ça a été un peu une grosse surprise. Et ça a été, il y a eu des annonces qui ont été publiées sur des sites un peu grand public, enfin grand public un peu geek, mais en tout cas ça sortait du secteur Bitcoin pur, notamment sur Slashdot, qui est un site d'actualité IT très connu aux États-Unis, où il y a eu un article qui disait bah, Bitcoin a atteint la parité avec, avec le dollar, voilà, qu'est-ce que devient la monnaie des geeks et ça avait fait tomber le site officiel de Bitcoin parce que Slashdot est le site le plus lu, le site IT le plus lu aux États-Unis et tout le monde, en fait, tous ceux qui ne connaissaient pas spécialement Bitcoin, cliquaient sur le lien vers le site Bitcoin en même temps et ça avait littéralement fait un déni de service sur le site Bitcoin et ça a fait tomber donc le site officiel de Bitcoin, cette parité avec le dollar, parce que beaucoup d'affluence de gens étaient curieux et voilà, qui voulaient voir ce que c'était que ce truc. Ouais. Et c'est assez cocasse de voir qu'il y a encore des personnes pour dire qu'il y a des plafonds de verre, certains paliers à 10 000, 100 000, potentiellement 1 million et plus. Enfin, c'est quelque chose qu'au final qu'on a encore aujourd'hui avec certains qui pensent que ça va pas dépasser un chiffre rond spécifique. Ouais, ouais, mais alors à l'époque, on était beaucoup moins avancé sur l'aspect financier et le Ouais. recul sur l'aspect économique et financier de Bitcoin, parce que déjà, on connaissait pas des crises inflationnistes aussi fortes que celles qu'on a connues récemment. Il y avait beaucoup moins de culture financière. Alors, on n'en a toujours pas beaucoup, mais les gens maintenant sont conscients un peu ce que c'est l'inflation, un peu ce que c'est l'impression monétaire. Mais si on remonte à il y a 15 ans, c'était pas du tout le cas. Et l'analyse de la, entre guillemets, de la tokenomique de Bitcoin n'était pas faite. Donc en fait, on avait très très peu de recul là-dessus. Parce que maintenant, il y a eu tellement d'ICO, il y a eu tellement de tokens, les gens savent ce que c'est un modèle inflationniste, ce que c'est un modèle déflationniste, ce que c'est qu'un market cap. Et on n'avait pas du tout ce recul-là de Bitcoin. Et au tout début, il n'y avait même pas d'exchange pour fixer une valeur à Bitcoin. Et c'était littéralement du gré à gré. Donc moi, Hmm. je contactais les mineurs en message privé pour leur dire est-ce que je peux t'acheter du Bitcoin, mais il n'y avait pas de prix public. Donc ensuite, c'était une discussion privée. Ouais, faut se mettre d'accord. Et il n'y avait pas un prix officiel, c'était littéralement chaque mineur donnait un peu son prix. Ok. Donc c'était très difficile d'avoir une analyse vraiment économique avec ces éléments-là, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est un temps révolu malheureusement avant qu'on revoie Bitcoin sous le dollar. Et donc on peut sauter directement sur le sujet d'introduction, donc cette loi narcotrafic. Donc comme j'ai dit, on va pas faire trop long dessus, mais est-ce que tu pourrais déjà nous rappeler ce que c'est et nous présenter aussi la lettre ouverte que tu as publiée Ouais. le 7 mai? Alors la loi narcotrafic a été rédigée par 3 rapporteurs du Sénat. Elle a été adoptée à l'unanimité au Sénat, à mon grand regret, hein, l'unanimité, j'ai bien dit. Puis elle est revenue à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut que ça passe par les deux chambres évidemment. Elle a été adoptée très largement à l'Assemblée nationale le 29 avril.
Quasiment tous les partis ont voté pour, à part LFI, qui est souvent dans la contestation et qui, effectivement, n'a pas fait exception cette fois-ci, mais a été élue à une large majorité. Donc, elle est définitivement, on va dire, adoptée, mais pas encore promulguée, parce que pour qu'une loi rentre en application, il faut qu'elle soit publiée au journal officiel. Mais bon, ça, c'est normalement l'affaire de quelques semaines, quelques mois, grand maximum. Mais en tout cas, il n'y a plus de recours parlementaire possible. Elle est adoptée, quoi qu'il arrive. Voilà. Je réfléchis un peu au recours, ce qu'il est possible de faire, mais ça passera pas par les députés probablement. Cette loi narcotrafic, alors il y a plein d'articles, mais ce qui nous intéresse plus pour les bitcoiners, c'est un article de loi en particulier, parce qu'il y a plusieurs articles, comme je disais, qui dit que en fait tout dispositif, mais sans être très précis sur la nature du dispositif, mais tout dispositif permettant l'anonymat des transactions en fait, est considéré comme une présomption de blanchiment. Autrement dit, ça n'interdit pas les mixeurs, par exemple, mais si on utilise un mixeur crypto, littéralement, en fait, il y a une inversion de la charge de la preuve et la justice considérera par défaut que vous êtes présumé coupable de blanchiment d'argent. Sauf si vous arrivez de manière convaincante à démontrer le contraire. Mais par défaut, vous êtes donc coupable si vous utilisez un mixeur. Alors, il n'y a pas de terme technique, donc on ne sait pas exactement si on parle de mixeur, si on parle de swap, si on parle de bridge, si on parle de layer 2, Ouais, ça pourrait aussi concerner Lightning, par exemple. Lightning, Ouais. exactement, si on parle de Lightning. Et Lightning, pour moi, rentrerait, si on lit le texte, dans ces dispositifs-là, parce que justement, c'est un dispositif qui permet de l'échange de crypto-monnaies, mais qui n'est pas on-chain, qui n'est pas public. Donc, il y a un dispositif d'anonymisation, en quelque sorte. Lightning, c'est quand même assez difficile à tracer. Et est-ce C'est que... pas fait pour de l'anonymat, mais il y a des fonctions d'anonymisation dedans. Par exemple, entre deux nœuds Lightning, le trafic est chiffré, par exemple. Ouais. Ne serait-ce que ça. Et est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas justement fait cette loi assez large, enfin volontairement, pour que ça regroupe un maximum de choses par défaut? Ah si, si, c'est certain. Alors, il y a quand même des principes quand on écrit une loi, c'est de ne pas rentrer dans le détail technique. Donc, on n'est pas censé, dans une loi, dire, euh, voilà, ça englobe ce dispositif technique et ce dispositif technique. Sinon, on n'est pas sorti et la loi, elle doit être amendée tous les jours avec un nouveau dispositif technique. Donc, une loi, elle n'est pas censée dire exactement, voilà, Ouais. tous les outils qui sont concernés. Par contre, ce qui est quand même un peu révoltant, c'est qu'on interdit un outil et pas son usage. Ouais. Parce que à ce moment-là, on va interdire le couteau parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent utiliser un couteau pour commettre des meurtres. C'est un peu ce qu'a fait le Et là, Royaume-Uni il y a là un moment, non? littéralement, voilà, là littéralement, on interdit l'outil d'anonymat et pas la finalité qui serait le blanchiment. Oui. C'est pas le blanchiment qui est mis en cause, c'est vraiment l'outil d'anonymat là. Et donc, comme souvent dans ce genre de loi, ça pénalise les utilisateurs honnêtes et presque pas les criminels parce que eux, quoi qu'il arrive, sont dans l'égalité ou ont accès à d'autres outils. Ah oui, exactement. De toute façon, les gens qui vont utiliser des outils d'anonymat forts, par exemple Monero, voilà, pour ne pas le citer, ces gens-là, de toute façon, seront sous les radars parce on ne sait pas qui possède du Monero et deux, on ne sait pas si jamais ils l'utilisent, quel est le montant, à qui, où ça va, etc. Donc, les gens qui veulent de l'anonymat fort sont complètement sous les radars et les gens qui, au contraire, ont des usages légitimes. J'en parle un peu dans mon courrier, mais comme par exemple payer en Lightning chez un commerçant, c'est un usage qui est totalement légitime, qui n'a rien de suspect, qui n'a rien d'une volonté de blanchiment. Simplement, quand on paye en Lightning, ça a deux intérêts chez un commerçant. C'est que le commerçant, il n'a pas à te retenir pour que la transaction soit validée au bout de 2 ou 3 blocs. Certains diront six blocs. Donc ça, évidemment, c'est totalement
pas possible pour un commerçant de retenir son client 1 heure en disant: «Ah bah, attends, faut 6 blocs, pour confirmer le paiement, donc tu pars pas de la boutique tant que j'ai pas, la certitude que le paiement est validé». Donc évidemment, ça, c'est inenvisageable pour un commerçant, d'attendre, mais c'est aussi inenvisageable pour des raisons de frais, pour des petits achats. Quand on paye, une baguette, 1 €, on ne veut pas avoir 1 € de frais de Ouais. transaction. Donc c'est pour ça qu'on utilise Lightning. Lightning est utilisé complètement de manière légitime, non pas pour de l'anonymat, mais pour de la rapidité, de transaction et pour la faiblesse des frais, qu'il apporte. Donc il y a des utilisations totalement légitimes. Pareil, hein, même les crypto-monnaies à anonymat fort, eh ben, on trouve sur des associations de journalistes des recommandations en leur disant bah, payez toujours en crypto-monnaie, payez toujours en utilisant des crypto-monnaies à anonymat fort, notamment quand vous faites des enquêtes dans des régimes autoritaires, et notamment pour pas qu'on retrouve vos sources. Si vous avez à payer des sources pour avoir des infos, bah, payez-les avec des crypto-monnaies à anonymat fort. Donc il y a un vrai intérêt à avoir des crypto-monnaies anonymat. Si on regarde par exemple les femmes en Afghanistan, elles n'ont légalement pas le droit d'avoir de compte en banque, et ben, elles utilisent des crypto-monnaies pour avoir un semblant de liberté financière et pouvoir épargner ou pouvoir dépenser de l'argent comme elles le veulent et sans avoir l'accord des talibans au régime. Donc il y a plein d'usages totalement légitimes d'avoir de la crypto-monnaie et d'avoir de la crypto-monnaie qui respecte la vie privée. Et Oui, ça, nos politiques ont du mal à comprendre. c'est ouais, c'est sûr. Et puis bon, la semaine dernière, on avait reçu aussi Laurent MT qui avait participé notamment au développement de Samurai Wallet et de Whirlpool, qui était un mixeur, si on veut simplifier les choses, qui avait bien rappelé que de toute façon, pour qu'une démocratie fonctionne correctement, il faut des contre-pouvoirs. Il faut que la population puisse se protéger du Évidemment. gouvernement. Et à partir du moment où on enlève ces outils-là, eh ben on n'est plus dans une démocratie. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, notamment avec Si un, cette loi. si un régime peut choisir comment on dépense notre argent, bah, il peut flécher l'argent uniquement vers des usages qui, entre guillemets, sont conformes à sa vision et interdire tout usage qui n'est pas conforme à sa vision. Et là, on berce dans l'autoritarisme le plus complet. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans plusieurs pays, hein, notamment qui ont adopté des MNBC, type, type Nigeria ou type Chine. L'argent est totalement fléché et si on ne fait pas allégeance au gouvernement, en Chine, par exemple, vous publiez un message sur les réseaux sociaux qui met en doute ou qui met en responsabilité le gouvernement, bah, tout de suite, votre crédit social sur Alipay baisse d'un certain nombre de points, 10, 20, 30 points. Et vous ne pouvez, par exemple, plus acheter de billets d'avion pour partir en vacances. Mm. Voilà, c'est aussi direct que ça, hein. Il y a une liaison tout de suite entre ce que vous dites sur le régime et ce que vous avez le droit de faire en termes de loisirs. Et c'est typiquement de ça, entre guillemets, que les utilisateurs de crypto-monnaies, hein, les bitcoiners veulent s'affranchir, c'est d'avoir simplement une liberté de choix, une liberté financière. Ouais, bah c'est le plus important à la fois dans une démocratie, mais aussi bah, pour que Bitcoin puisse se développer et qu'on profite de sa révolution monétaire entre guillemets. Bah, on a besoin aussi de cette confidentialité ou en tout cas de cette protection de la self-custody et l'utilisation du Lightning Network et d'autres solutions similaires. Donc si c'est interdit, Complètement. c'est tout ce qui va avec en fait qui est touché quoi. Complètement. Donc, vraiment, il est important de se battre pour conserver de la vie privée. Ça, c'est vraiment essentiel. Et d'ailleurs, la vie privée, elle est consacrée dans la Déclaration des droits de l'homme, hein, et du citoyen, donc qui est un niveau de loi qui est bien plus élevé que la loi française et qui est même plus élevé que la loi européenne. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce courrier, parce qu'il y a dans la loi narcotrafic notamment, et dans la travel rule un peu plus ancienne, puisque la travel rule, elle est entrée en application au 30 décembre dernier. Je vais en reparler juste après, mais il y a une grave atteinte en fait à la vie privée. Si dès lors que vous faites un achat, le gouvernement peut savoir, peut bloquer ou vous empêche d'acheter de manière confidentielle quelque chose,
il y a une grave atteinte à la vie privée et ça, c'est des choses qui ont déjà été jugées par la Cour de justice de l'Union européenne. C'est impératif quand vous faites un achat que vous puissiez le faire en toute confidentialité. Voilà. Sinon, vous n'avez plus de liberté, plus aucune. Et c'est un peu pour ça que j'envisage des recours sur cette loi narcotrafic, parce que c'est pas normal que, par exemple, le cash, on puisse payer en cash un commerçant de manière tout à fait anonyme, et que le gouvernement empêche de le faire d'une autre façon avec un autre moyen de paiement qui, lui, est autorisé, mais qu'il interdit l'usage anonyme d'un autre moyen de paiement qui est autorisé. On ne voit pas pourquoi la dissymétrie de traitement euh, serait, entre guillemets, légitimable ou légitimée, en quelque sorte. Oui, au final, on peut dire si vous interdisez ces crypto-monnaies-là, pourquoi ne pas interdire aussi le cash? C'est plutôt le Bah, même, oui, oui. même si y en a un qui est numérique, c'est le même outil. Enfin, Le c'est le même- cash, on a quelque chose qui est encore plus difficile à tracer, encore plus facile à blanchir. Tous les chiffres montrent que il y a 20 fois plus de blanchiment en cash, en pourcentage, et probablement autour de 1000 fois plus en volume sur le cash. Et au final, on met toutes les interdictions sur autre chose que le cash. C'est pareil en termes de dissymétrie de traitement et d'effort, il y a un problème. Ouais. C'est soit on met les efforts là où il y a du blanchiment, soit on les met pas du tout, mais on peut pas les mettre complètement ailleurs, les yeux bandés, quoi. Après, mettre en Il place y a une des, volonté de nuire. bien sûr, mais mettre en place des lois similaires sur le cash serait aussi un problème. Mais là, juste pour rendre les choses claires, Oui. tu mets en place, enfin, tu mets en avant l'asymétrie de jugement, justement, comme tu disais juste avant. C'est pas non plus Oui, mais en pour fait, dire, il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes légaux. Il y a l'asymétrie qui n'est pas compréhensible, mais de manière générale, de toute façon, ça serait une atteinte à la vie privée, quoi qu'il arrive. Mais là, on cumule. En fait, on a présomption de culpabilité, ce qui est extrêmement rare en droit pénal, et ce qui, rien que pour ça, en fait, ça pourrait être contestable, parce que le fait qu'on soit coupable par défaut, c'est des régimes exceptionnels, et là, ça concernerait 10% des Français qui ont des cryptos. Donc ça, c'est inacceptable qu'un régime exceptionnel touche 6 millions de personnes de manière infinie dans le temps. Normalement, les régimes d'exception, c'est pendant quelques heures, par exemple, pour un demandeur d'asile. Ouais, il est privé, par exemple, de sa liberté, le temps de vérifier typiquement ses déclarations, ce genre de choses. Les régimes d'exception, c'est limité dans le temps, dans l'espace. C'est pas possible de mettre un régime d'exception sur 6 millions de Français pendant une durée limitée. C'est jamais vu, en fait. Il y a effectivement la présomption de culpabilité, je disais, l'atteinte à la vie privée, l'interdiction d'un outil et pas de la finalité. Ça, c'est pareil, en droit, c'est incompréhensible aussi. Et tout ce qui est atteinte aux données à caractère personnel aussi, hein, justement, là, on en vient un peu à la travel rule. La travel rule, donc, c'est une loi européenne qui est rentrée en application au 30 décembre dernier, qui vient s'ajouter donc à cet article de loi narcotrafic, et qui dit que tous les prestataires crypto, donc essentiellement les exchanges, hein, là où on peut acheter ou vendre de la crypto, mais aussi potentiellement les gens qui acceptent les paiements crypto, doivent collecter les adresses de wallet des utilisateurs, les adresses de wallet externes, donc pas celles qui les concernent et qu'elles hosteraient en tant que prestataire centralisé en custody, mais aussi les wallets externes. C'est-à-dire que dès lors qu'on retire des cryptos d'un exchange, l'exchange est obligé de référencer les wallets vers lesquels on retire, avec est-ce que c'est un wallet qui appartient à l'utilisateur, est-ce que c'est un wallet qui appartient à un tiers, et est-ce que c'est un wallet qui appartient à un autre prestataire crypto. Et donc ça rentre en application. Les auditeurs l'auront probablement constaté que dès qu'on fait un retrait vers un wallet externe, on a toutes ces questions qui se posent avec l'identité de la personne vers lequel on fait le retrait. ouais. Et ça, c'est un problème parce qu'on va cumuler dans les mêmes fichiers informatiques, et c'est un peu le point que j'ai développé un peu partout, à la fois les informations liées au KYC, aux réglementations bancaires, donc les propriétaires des comptes sur les plateformes, donc nom, prénom et adresse physique, mais aussi les différents portefeuilles de l'utilisateur vers lequel il fait des retraits ou des dépôts notamment. Ça, c'est la travel rule. Et comme les blockchains sont transparentes, à partir des adresses qui sont en self-custody, non dépositaires de l'utilisateur, on peut voir quel est le montant de son épargne.
C'est un peu comme si la banque, en plus de l'argent que vous avez en banque, vous demandez chez vous combien vous avez de lingots d'or, combien vous avez de billets, combien vous avez de tableaux ou de statues d'art ou de bijoux. En fait, ça n'est absolument pas son problème. La banque, elle peut très bien offrir son service sans savoir ce que vous avez chez vous en self-custody. Donc c'est complètement délirant comme loi parce que ce n'est absolument pas nécessaire aux opérateurs. Et en plus, on met cette information-là voilà, sur les exchanges. Et alors moi, j'ai fait un rapide décompte, mais je vais faire quelque chose de plus formel. Mais il y a déjà 23 exchanges qui ont vu leurs informations fuiter. Voilà, avec ce type d'informations à chaque fois qui fuitent. Et hasard du calendrier, Coinbase a été dernièrement C'était ce week-end, non, je crois. attaqué un tout petit peu avant, je crois, enfin, semaine dernière, effectivement, a été attaqué. Et quand je pense à fuite de données, alors tout le monde n'a pas forcément la même vision des fuites de données, mais il y a 3 possibilités de fuite de données, grosso modo. Il y a les fuites de données volontaires, c'est un pirate qui s'attaque à l'entreprise et qui essaye de voler de la donnée. Il y a des fuites de données involontaires, donc par exemple un ransomware ou rançongiciel en français. Donc quelqu'un, un employé qui ouvre une pièce jointe et il y avait un virus et ça exfiltre de la donnée. Donc ça, c'est les fuites de données involontaires. Et il y a aussi la complicité interne, et qui est beaucoup plus fréquente que ce qu'on pourrait penser. Et dans le cas de Coinbase, justement, ça a bien illustré que c'était une complicité interne, puisque ce sont des employés de Coinbase qui ont vendu sous le manteau des fichiers clients, avec exactement toutes les informations dont je viens de parler, à savoir le nom, prénom, l'adresse physique et les adresses de portefeuille, grosso modo du top 1% des plus riches sur Coinbase. Donc ça, c'est de l'or en barre, entre guillemets, pour les criminels, parce que ils ont tout de suite des victimes à très haut potentiel, avec leur adresse physique et le montant de la rançon à leur demander, puisqu'ils ont les adresses blockchain, donc ils ont la facilité de voir ce qu'elles possèdent chez elles en self-custody. Oui, et on l'a vu déjà depuis le début de l'année, ça est 5 ou 6 enlèvements juste en France, tentatives d'enlèvement à minima juste en France concernant des entrepreneurs crypto. Et donc, c'est 1% les plus riches sur Coinbase potentiellement peuvent être une victime d'un réseau de criminels justement qui s'intègrent dans ces affaires-là. Et donc, eux sont à risque en soi. Et alors, j'ai un confrère cybersécurité, il s'appelle Sax sur les réseaux. Voilà, on se connaît depuis des années. Je le connais très, très, très bien. On se voit très fréquemment. Et qui a divulgué, en fait, suite à l'enlèvement raté à Paris de la fille de Pierre Noisa, le directeur de Penium, il a regardé un peu dans les fuites de données si elle apparaissait par hasard. Et ben, il se trouve que c'est rigolo parce qu'en fait, elle n'apparaît pas sur les fuites de données. Donc, en fait, elle n'est pas vraiment connue, on va dire, y compris dans les fuites de données. Ce qui est plutôt rare, parce qu'il y a 9 Français sur 10 qui figurent sur les fuites de données. C'est beaucoup, sur les fuites de données qui circulent sur le Darknet, les fichiers qu'on peut télécharger, soit acheter s'ils sont privés, soit ils sont publics et on peut carrément les télécharger. Et sauf, en fait, elle apparaît sur une fuite de données très récente de cette année, qui a quelques semaines. Alors, non pas d'un exchange, mais d'un site e-commerce qui est très connu. Je ne citerai pas le nom du site e-commerce. Mais en fait, le hasard du calendrier fait qu'elle était inconnue, elle n'était pas exposée jusqu'ici. Et quelques semaines avant l'enlèvement, il y a une fuite la concernant avec son nom, son prénom, son adresse de domicile, son numéro de téléphone et son email qui a fuité venant d'un site e-commerce. Donc, elle avait probablement fait une commande sur ce site e-commerce. Voilà. Et comme il y avait l'adresse de son domicile, en fait, moi, la coïncidence calendaire me fait penser que son adresse physique a été dévoilée comme ça. Parce que c'était quelques semaines avant, donc ça colle parfaitement alors qu'elle n'avait jamais été exposée avant. Et est-ce que, il y avait un lien, ou est-ce qu'on avait un paiement, par exemple, fait en crypto avec ce site, ou est-ce que c'est vraiment vu qu'elle est connue comme étant la fille d'eux, elle a été ciblée comme ça? C'est plutôt par rapport à son nom de famille. En Ok. fait,
Elle s'appelle Madame Noiza, je vais pas donner plus de détails, mais elle s'appelle Madame Noiza sur cette fuite de données de ces sites e-commerce. Et c'est pas du tout un site e-commerce qui est lié à la crypto, hein. Ok. C'est un site e-commerce généraliste, assez connu en France, qui fait de la hi-fi, tech, voilà. Mais c'est pas du tout lié à la crypto, pour le coup. C'est vraiment une fuite de données, j'ai envie de dire, traditionnelle, tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf que bah, là, on a l'identité des gens et leur adresse de domicile, plus numéro de téléphone, mail, si on veut faire du phishing, par exemple, ou du SIM swapping. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une évolution des méthodes un peu criminelles. Au début, on avait juste du phishing. Et moi, je reçois toujours du phishing de MTGOX, de la fuite Ledger et de la fuite FTX, hein, parce que j'étais dans les trois. Donc, voilà, je sais de quoi je parle. Et ça, c'est un peu les méthodes à l'ancienne, le phishing, donc les faux mails qui essayent de vous donner des raisons bidons pour vous faire rentrer des infos personnelles, ou votre site phrase, évidemment, ce qu'il faut jamais faire, ou d'autres informations, hein, carte bancaire, voilà. Il y a eu la deuxième vague d'attaques qui a été liée à des fuites en fait de numéros de téléphone, parce que quand votre numéro de téléphone fuite sur un site, et que vous êtes dans la crypto, donc c'était le cas de la fuite FTX par exemple, et je crois la fuite Ledger aussi. Oui, la fuite Ledger également, il y avait les numéros de téléphone. En fait, qu'est-ce que peut faire un escroc avec un numéro de téléphone? Alors certes, il peut faire du phishing un peu à l'ancienne, mais il y a plus vicieux que ça. C'est que il y a beaucoup d'exchanges crypto qui font de l'authentification forte par SMS. Donc, quand vous tapez votre login mot de passe, il vous envoie un code à usage unique par SMS et il vous demande de reconfirmer la saisie de ce code après votre login mot de passe. Et ce qu'ont fait les escrocs, c'est ils ont cherché des complices chez les opérateurs mobiles. Et là encore, il y a la complicité qui est importante. Comme quoi, il y a beaucoup en fait d'affaires de complicité, voilà, chez les malfrats. Hein. C'est très très usité comme technique. Et à chaque fois qu'il y a des attaques de SIM swapping, ça nécessite une complicité. Donc on sait que c'est par là que c'est passé. Et grosso modo, les escrocs ont payé des petits techniciens chez des opérateurs mobiles, et c'est 100 à 200 euros à peu près par ligne, de manière à en fait faire une déclaration de perte de carte SIM et se faire expédier une nouvelle carte SIM de remplacement, mais à l'adresse de l'escroc, pas à l'adresse de la victime. Donc, fausse déclaration de perte de carte SIM. L'escroc reçoit une carte SIM qui est reliée au numéro de la victime. Et à partir de cette carte SIM, il reçoit le code à usage unique nécessaire pour faire un reset de mot de passe, par exemple de l'exchange, ou pour se loguer avec le code à 6 chiffres numérique qui est envoyé sur la carte SIM. Et comme ça, il y a eu beaucoup d'utilisateurs crypto qui se sont fait voler leur compte sur des exchanges. Moi, j'en ai une petite dizaine dans mon entourage. Et sinon, c'est de notoriété publique, donc je peux le dire, mais Alexandre Stachenko et Claire Balva ont été victimes la même semaine de SIM swapping. Oui, je crois qu'il l'avait déjà annoncé sur plusieurs Voilà. émissions. Ouais. Donc ça, c'était la deuxième génération d'attaques et qui nécessite une complicité chez les opérateurs, mais à chaque fois, on paye 100 ou 200 euros quelqu'un en interne chez l'opérateur, et puis voilà, il pose pas de questions, il le fait pour gagner un petit bifton. Et la troisième génération, voilà, ce sont les enlèvements avec les demandes de rançon. On en est là. Et ça nécessite d'avoir l'adresse physique des gens, quoi. Donc on est passé de l'exploitation de l'adresse mail à l'exploitation du numéro de téléphone, à l'exploitation de l'adresse physique. Toujours pour la même raison, des fuites de données. Et donc vient ma prochaine question, parce qu'on voit donc cette loi narcotrafic et d'autres que t'as notamment cité et potentiellement qui sont en préparation. Il y a aussi toutes les lois, par exemple chat control, qui vont permettre plus de contrôle et de collecte de données encore plus par le gouvernement. La collecte de données par tous les sites, comme tu dis, sites d'e-commerce ou autres. Potentiellement d'ici fin de l'année, toutes les informations liées au MNBC ou en tout cas aux monnaies numériques de banque centrale lancées par l'Union européenne, ou bref, plein de choses. Comment est-ce que on peut, nous personnellement, s'en protéger et même protéger son entourage, parce que si nous on est visé en tant que crypto bro ou autre, potentiellement notre entourage peut l'être. On l'a vu avec Pierre Noiza, comme tu as bien rappelé. Donc quel est est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, ou nous donner quelques pistes
pour qu'on comprenne bien quel est le plus important à protéger, à mettre en place pour nous, mais aussi pour des débutants qui sont pas forcément dans la crypto ou qui sont pas sensibilisés à tout ça. Mmh. Eh ben, c'est une vaste question parce que en fait, le point important que j'ai voulu soulever un peu dans mon courrier, et c'est à la fin, c'est que toutes ces collectes, en fait, auxquelles on est exposé au quotidien, c'est des collectes par des entreprises privées, hein, il ne s'agit pas de collecte par l'État. Bon, même si l'État a été victime plusieurs fois de fuites de données de type France Travail, URSSAF notamment. Mais la plupart des fuites de données, c'est vraiment lié à des entreprises privées parce qu'on est obligé aujourd'hui d'envoyer une photo de sa carte d'identité, d'envoyer un justificatif de domicile pour le moindre truc, y compris pour une location de vacances, par exemple, hein. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais vous faites une location de vacances, on vous demande copie de carte d'identité. Vous voulez louer un appart, bah, on vous demande justificatif de domicile, des quittances de loyer, machin, tout ça. Et ça, ce sont des scans, hein, des copies numériques qui vont aller chez des particuliers qui, un jour ou l'autre, vont se faire de toute façon défoncer leur boîte mail pour une raison X ou Y. Donc, ce sont des photocopies de pièces d'identité très sensibles qui vont fuiter, quoi qu'il arrive. Et là, c'est pire, c'est même pas des entreprises, c'est des particuliers qui vous demandent des justificatifs, donc c'est d'autant plus scandaleux. Euh, et bah, mon point, c'est que en fait, on est de plus en plus exposé, mais c'est pas forcément la faute de la victime, c'est pas la faute de l'individu, c'est parce que le système veut de plus en plus de collecte de données et de papiers d'identité et de justificatifs d'identité qui sont très sensibles et qui peuvent être notamment utilisés pour faire de l'usurpation d'identité. Et il faut savoir que, bah, d'après les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, il y a 200 000 personnes tous les ans qui sont victimes d'usurpation d'identité. Et ça, c'est très simple. Dès lors qu'on a récupéré ma carte d'identité, par exemple, et un justificatif de domicile, donc une facture EDF, par exemple, bah, un escroc, il peut ouvrir un compte en ligne dans une banque, il peut souscrire à un prêt, il peut, quand il prend le train et qu'il n'a pas acheté de billet, dire que voilà, il est Monsieur Jean Dupont, qu'il habite à telle adresse. Donc, il peut totalement emprunter l'identité de quelqu'un d'autre juste en ayant deux photocopies, grosso modo. Une pièce d'identité, un justificatif de domicile. Il peut souscrire des prêts et il peut faire payer toutes ses amendes par la personne qui usurpe. Donc, pour moi, le problème de fond, il est là. Il n'est pas lié aux entrepreneurs crypto. Il n'est pas lié à la délinquance qui s'organise autour du vol de crypto parce que c'est de la néo-délinquance et des néo-gangs, mais en fait, ce sont les mêmes qui font du homejacking et ce sont les mêmes qui font du narcotrafic. C'est juste une délinquance qui se déplace de manière opportuniste sur les cryptos parce qu'il se trouve que Bitcoin est proche de son plus haut, donc que les médias en parlent davantage. Il se trouve que y a des sortes d'usurpateurs qui vont copier un peu les modes opératoires, comme ils voient qu'il y a des enlèvements en se disant ah bah tiens, on va faire un enlèvement, ça a l'air d'être à la mode, on va essayer ce type de délinquance-là. Mais quand on regarde les têtes de gang et les gens derrière, bah, ce sont des amateurs très jeunes, pas du tout professionnels, qui sont recrutés à la tâche, pareil, qu'on va payer un petit billet. Mais au final, voilà, ce sont des très jeunes, limite pénalement responsables, qui vont gagner un petit billet pour conduire une camionnette, pour tabasser quelqu'un, pour attacher quelqu'un, voilà. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas du tout lié, ce qu'on voit là, à la crypto de manière générale. C'est vraiment lié à cette marchandisation en fait de la fuite de données et à un opportunisme lié à la crypto, parce qu'en fait, on trouve assez facilement, notamment des adresses de gens aisés. Mais voilà, ça peut être des entrepreneurs. Ben, on a vu, ça peut être des célébrités aussi, hein, puisqu'en ce moment se tient le procès d'une célébrité voilà, qui s'est fait voler ses bijoux dans un hôtel particulier à Paris. C'est exactement en fait la même chose. C'est pas lié aux crypto en soi, c'est lié à une forte exposition des données qu'on a en ligne. Et malheureusement, c'est souvent contre notre gré. Hmm. Donc les bons conseils, évidemment, euh, en ligne, surtout le premier conseil, le truc basique de chez Basique, c'est d'utiliser un mot de passe différent sur chaque site. Ça, c'est vraiment impératif. Je veux dire, c'est le minimum vital.
Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réutilisation de mots de passe sur les fuites de données. La première chose quand vous êtes victime d'une fuite de données que fait un attaquant, c'est qu'il va essayer le mot de passe du site A, il va l'essayer sur le site B, sur le site C, sur le site D, etc. C'est pour ça que parfois vous recevez des emails en disant qu'il y a une tentative de connexion sur tel ou tel site, est-ce que c'était bien vous, etc. En fait, ce qu'on appelle du password spraying dans le, dans le jargon technique, c'est vraiment de la réutilisation de mots de passe d'un site à l'autre. Donc, il est impératif, en fait, d'utiliser des mots de passe différents sur chaque site sur lequel on s'inscrit. Ça, c'est vraiment la règle numéro 1, je dirais. La règle numéro 2, idéalement, c'est d'utiliser même des emails différents sur chaque site sur lequel on s'inscrit, notamment pour ne pas donner à travers son email son nom et son prénom. Donc, de ne pas mettre le nom et le prénom dans l'email, typiquement. Et il y a des sites pour ça qui permettent de créer un alias mail différent sur chaque site. Simple Login, par exemple, mais il ne s'agit pas de faire de la publicité, mais de donner juste un exemple comme ça. Mais l'idéal aussi, voilà, c'est d'utiliser un login différent qui ne contient pas votre nom et votre prénom sur chacun des sites. Et d'activer l'authentification forte sur tous les sites qui le supportent. L'authentification forte, c'est donc le fait d'utiliser un autre facteur que le mot de passe, en plus pour votre connexion. Alors traditionnellement, c'était par SMS, mais le SMS, c'est pas du tout fiable comme on l'a vu. Et notamment maintenant, le SMS est interdit par la réglementation bancaire qu'on appelle DSP2. Donc c'est pour ça que votre banque en ligne, typiquement, normalement, n'utilise plus le SMS pour vous double authentifier. Le mieux, c'est d'utiliser en fait une application qui serait sur votre mobile, une application de type OTP sur votre mobile. Donc, par exemple, il y a une application gratuite et open source qui s'appelle AndOTP sur Android. Et ça permet de créer en fait un code à usage unique qui fait 6 chiffres et qui change tous les 30 secondes. Donc vous activez ce qu'on appelle le TOTP. Alors ça ne fonctionne pas partout, mais sur tous les exchanges crypto maintenant c'est accepté. Vous activez l'authentification multifacteur. Alors quelquefois ça s'appelle 2FA, quelquefois MFA. Et derrière, on vous propose de créer une authentification donc à usage unique qui s'appelle OTP ou TOTP. Le nom technique étant TOTP. Et vous avez à scanner un QR code avec votre mobile. Et là, ça va synchroniser votre mobile avec le site et ça permet d'avoir un code à usage unique qui change toutes les 30 secondes et qui est composé de 6 chiffres qui est nécessaire pour l'authentification. Et ça, c'est particulièrement efficace contre les fuites de données, puisque si votre mot de passe fuite, en fait, l'attaquant ne pourra pas s'en servir puisque vous avez activé l'authentification forte sur votre compte. Voilà, donc ne serait-ce que ces 3 mesures, déjà en termes d'authentification, sont très efficaces. Donc pour résumer, c'est Si on veut aller à... mot de passe, Donc, ouais, email et mots de passe tous backup différents 2FA. surtout sur chaque site. Ouais. Email, c'est possible tous différents avec des alias et contenant pas votre prénom ou votre nom. Et effectivement, authentification forte sur les sites qui le permettent. Et idéalement, quand vous avez à scanner des papiers d'identité, à donner un justificatif de domicile, une carte d'identité, d'appliquer un filigrane dessus et ne pas donner juste la capture brute de votre pièce d'identité, parce que si elle fuite, en fait, elle va se retrouver copiée un peu partout sur les réseaux et marchés noirs. L'idéal, c'est d'appliquer un filigrane, donc d'écrire en lettres grises en diagonale sur tout le papier le nom du site auquel vous le donnez, de manière à avoir une traçabilité et surtout que ça ne soit pas réutilisable ailleurs. Donc ça, il y a un service en ligne du gouvernement pour appliquer les filigranes sur ces papiers d'identité. Donc le gouvernement s'est quand même saisi de ce problème-là et il y a un site gratuit du gouvernement pour le faire, pour ceux qui n'ont pas de fibre créatrice graphique. Voilà. Ouais, sinon ça peut se faire, j'imagine, avec des applications comme Canva en version gratuite. Mais ça, c'est en quatrième. Je l'ai mis en quatrième dans la Ouais. mesure parce que malheureusement, avec maintenant les IA de type ChatGPT, on peut enlever les filigranes sur les images assez simplement. Donc, c'est pas imparable. Disons que ça évite les fuites accidentelles, mais pas les fuites volontaires. Ouais. Et par rapport au 2FA, donc c'est bien une application qu'on a sur notre téléphone, et je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passe si on le perd, comment est-ce qu'on peut faire pour backup ce code-là? Est-ce que les sites Ouais. nous permettent quand même de nous vérifier d'une autre manière?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, les applications de 2FA, généralement, elles ont une fonctionnalité de backup où elles vous backup toutes les identités 2FA dans un même fichier et elles proposent de le chiffrer avec un mot de passe. Donc ça, ce fichier-là, il faut bien le garder précieusement et idéalement chiffré aussi. Le mieux, c'est sur une clé USB qui est déconnectée de l'ordinateur. Donc c'est un tout petit fichier, il fait quelques kilooctets, donc c'est vraiment tout petit. Il n'y a pas besoin d'une grosse clé USB. Parce que d'une manière similaire, C'est petit. parce que d'une manière Donc, similaire, quelqu'un pourrait y on avoir sauvegarde toutes accès. les. Exactement. Donc, c'est mieux, faut l'avoir chez soi, grosso modo, hors ligne, pour pas se faire pirater, et chiffré pour résister au vol. Si quelqu'un vous vole la clé USB chez vous, bah, vous avez mis un mot de passe, donc de toute évidence, il va pas passer des jours et des jours là-dessus. Pas sur un fichier TOTP. Ça vaut pas le coup. Donc ça, c'est l'idéal, ça permet de backuper voilà, tous ces identités TOTP. Sinon, chaque identité TOTP, en fait, quand vous l'initialisez, c'est un QR code à scanner. Et ce QR code, en fait, correspond à une chaîne de caractères, de chiffres et de lettres majuscules. Alors, je ne sais pas exactement le nombre de caractères, mais à la louche, entre 30 et 40 caractères, chiffres et lettres majuscules. Donc, plutôt que de conserver ça sous forme d'un QR code, vous pouvez le mettre dans un coffre-fort à mot de passe éventuellement. C'est un peu moins sécurisé, mais c'est une façon aussi de sauvegarder ces identités TOTP. Coffre-fort à mot de passe, ça va être un logiciel dans lequel vous mettez tous vos mots de passe ou toutes vos infos sensibles, donc ça peut être aussi des numéros de carte bancaire, par exemple, et qui va chiffrer l'ensemble de ces informations, voilà, avec une passe-phrase. Moi, c'est ce que j'utilise au quotidien et beaucoup d'experts également. Mais j'ai 1500 logins mots de passe différents, évidemment que je ne les connais pas par cœur, comme je vous dis, parce que j'essaye. Évidemment, j'ai des mots de passe différents sur chaque site. Je vous ai proposé quelque chose que moi j'adopte également. Et un coffre-fort à mots de passe permet de générer des mots de passe aléatoires sur chaque site. Donc là, aucun de mes mots de passe, je les connais, puisque c'est mon coffre-fort à mots de passe qui m'a généré de manière aléatoire un mot de passe. Et dans les coffres-forts à mot de passe qui sont gratuits, open source, on peut citer KeePass, qui est très très bien, KEEPA2S. Il y a plein de variantes différentes. Ils existent également pour téléphone, donc j'utilise le même fichier de KeePass sur mon téléphone. Donc sur mon téléphone, j'ai aussi tous les mots de passe et c'est connecté à mon browser. Donc quand je suis dans un site web qui me demande un login mot de passe, ça ouvre KeePass et ça saisit le mot de passe pour moi. La plupart de mes mots de passe, je les ai même jamais vus une seule fois, en fait. Ok. Et donc ça te permet d'avoir plein de mots de passe que tu connais pas forcément, mais de te rappeler que d'un mot de passe, c'est celui du Exactement. coffre-fort. On connaît juste une passe-phrase qui permet d'ouvrir le coffre-fort à mot de passe. Et derrière, effectivement, oui, j'ai à peu près 1500 mots de passe différents, parce que un différent sur chaque site, et surtout, il vous génère un mot de passe compliqué, donc choisir idéalement au moins 16 caractères de mot de passe. Pour être bien safe avec minuscules, majuscules, chiffres et caractères spécial, voilà, pour être idéalement dans les clous. Et donc j'imagine c'est un peu comme Bitcoin, il faut prendre le temps de tester, d'essayer avec des faux mots de passe pour bien comprendre comment ça fonctionne, ou est-ce qu'on peut y aller les yeux fermés, c'est très accessible? Non, non, là, il y a pas de risque, et puis les mots de passe, on peut les changer sur les sites, c'est autant quand on met de l'argent ou un moyen d'authentification décentralisé comme Bitcoin ou Nostr, on peut pas changer son mot de passe ou sa clé privée. Autant sur des mots de passe traditionnels, on peut le faire. Alors sur des sites avec authentification forte, c'est un peu pénible parce que si vraiment on a perdu le TOTP, donc le mot de passe qui change avec le temps, parfois il faut contacter le support pour prouver son identité. Et là, ça peut être un peu long et un peu pénible. Ok. Donc, il faut éviter de le faire avec les sites avec de l'authentification forte, mais sinon, KeePass, je vous invite à l'utiliser. C'est gratuit, c'est simple à utiliser. Ça permet de faire du copier-coller de mots de passe sans les voir, en les laissant sous les étoiles. Il y a même des extensions pour remplir le login mot de passe dans le navigateur. Mais je vous déconseille d'utiliser le navigateur pour stocker vos mots de passe. Je sais que les navigateurs le font pour la plupart, de stocker votre login mot de passe. Ça, c'est une mauvaise idée par contre, parce qu'ils sont stockés sous une forme
peu sécurisé dans le navigateur, déjà d'une part. Et d'autre part, en fait, il y a des sites qui simulent une fausse page pour que le navigateur remplisse automatiquement le login mot de passe pour aspirer ensuite le login mot de passe. Donc il y a des sites de hameçonnage automatique de login mot de passe, autrement dit. Donc il n'est pas conseillé d'utiliser le gestionnaire de mot de passe de son navigateur, mais bien d'utiliser un gestionnaire de mot de passe à part, de type KeePass, comme j'ai dit. Ok, intéressant. Et on demande si jamais on se fait hacker justement le coffre-fort, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment... Alors en fait, il y a peu de chances, parce que le coffre-fort lui-même, comme je l'ai dit, il est stocké sur votre machine, il est chiffré, et il y a un mot de passe associé à ce coffre-fort. Autrement dit, c'est pareil, il faut 2 facteurs pour arriver à utiliser le coffre-fort. Il faut posséder le fichier de mot de passe, donc voler le fichier, et en plus connaître la passe-phrase associée. Donc c'est aussi de la double autente. Autrement dit, ça n'arrive que si votre machine est déjà complètement vérolée de partout, et que du coup, dès que vous tapez un login mot de passe, il part déjà à l'autre bout du monde, autrement dit. Mais si votre machine est moyennement clean, ou même si un malware vous vole le fichier qui passe, il pourra rien en faire sans connaître la passphrase associée. Ou si vous avez un keylogger aussi, un enregistreur de frappe clavier, inversement, la passphrase, il pourra rien en faire sans avoir le fichier de coffre-fort de mot de passe. Donc autrement dit, il faut être totalement compromis, au moins de 2 façons différentes pour arriver à voler ces mots de passe. Donc c'est bien plus sûr que de les enregistrer, autrement dit, dans son navigateur, pour revenir à ce cas courant. Oui, bien sûr. Et pour revenir un peu sur le sujet Bitcoin, est-ce que aussi tu pourrais nous donner quelques tips sur comment améliorer sa confidentialité, au-delà d'éviter de faire des KYC sur toutes les plateformes qui viennent d'ouvrir ou même sur des plateformes différentes à chaque fois. Ouais. Est-ce qu'il y a une hygiène particulière à avoir physiquement ou dans la manière dont on fait ces transactions que toi tu veux mettre en avant Alors sur Bitcoin, déjà, si vous commencez à en posséder une petite quantité, c'est-à-dire au moins quelques centaines d'euros en équivalent fiat, il faut investir dans un portefeuille matériel déjà. Il faut plus stocker ces bitcoins sur des portefeuilles logiciels, parce que je vois encore beaucoup, même dans les meet-up, Bitcoin, de gens qui ont leur bitcoin sur leur téléphone, avec des applis wallet mobile, logiciel. Ça, il faut vraiment éviter. Je sais que c'est la tentation pour les débutants, mais dès lors que vous en avez quelques centaines d'euros, il faut arrêter de faire ça. Il faut mettre vos bitcoins sur des portefeuilles matériels. Des portefeuilles matériels, alors je fais une conf sur le sujet, mais pour résumer, un bon portefeuille matériel, c'est un portefeuille matériel qui a un secure element, qui est un score de critères communs EAL, et il faut qu'au moins ce score-là dépasse le 5+, voilà, au moins égal à 5+, et idéalement un écran intégré. C'est un peu les 3 critères qu'il faut retenir pour un bon portefeuille matériel. Donc, un secure element, un audit avec un score critère commun EAL 5+ au minimum, et un écran intégré. Écran intégré, c'est pour éviter de faire ce qu'on appelle de la signature à l'aveugle, du blind signing, parce que vous avez des portefeuilles qui sont par exemple que des cartes à puce, type Tangem par exemple, mais qui n'ont pas d'écran intégré. Donc vous ne voyez pas ce que vous signez, autrement dit. Ou tout du moins l'affichage, comme il est fait sur votre PC ou votre téléphone, on peut le changer logiciellement. On peut vous faire croire que c'est pas le bon montant que vous envoyez ou que c'est pas la bonne personne. Ouais, c'est un peu ce qui est arrivé à Bybit il y a quelques semaines pour revenir dessus. Voilà. Exactement. Voilà. Donc c'est un peu les 3 critères importants pour un wallet hardware. Et après, dans les bons wallets hardware, pareil, j'ai pas de volonté de faire de publicité, mais Ledger reste très bon sur le hardware. Ou Bitbox 02 aussi, qui est un produit suisse qui répond à tous ces critères-là. Et pour les utilisateurs très avertis, mais vraiment, je vais dire très avertis, la Coldcard peut être aussi une bonne solution. Et c'est moins orienté débutant, c'est déjà vraiment orienté pour les ténors. Ouais. Et au contraire, pour les tout débutants, est-ce qu'il n'y a pas quelques compromis à faire justement sur certains éléments ou qui peuvent se permettre
bah ouais, ils ont des fonds dessus, mais ça représente pas toutes leurs économies ou c'est pas vraiment important. C'est plus pour tester. Est-ce que tu les conseilles de rester quand même sur un hot wallet ou de passer sur un hardware Alors, plus bah, si on accessible? n'a pas beaucoup en équivalent fiduciaire, si on n'a pas beaucoup de crypto de manière générale, on peut rester sur un wallet logiciel. Mais à ce moment-là, le conseil, ça va être, de faire une sauvegarde de son portefeuille. Il y a toujours une fonctionnalité de sauvegarde, sur Trust Wallet ou sur d'autres, hein. Vous avez toujours une possibilité de sauvegarde, mais il y a beaucoup d'utilisateurs qui oublient de le faire simplement. Donc quand ils vont se faire voler leur téléphone, bah, ils n'ont plus leur crypto, simplement parce qu'ils n'ont jamais pensé à faire un backup, tout bêtement, hein. Et ça arrive hyper souvent, hein, c'est pour ça que je le dis. Donc déjà, faire une sauvegarde, et deux, mettre une authentification au lancement de l'appli. C'est souvent pas obligatoire, mais mettre un code PIN, c'est bien. Et c'est même mieux souvent que une lecture d'empreinte ou un Face ID. Parce que maintenant, il y a des wallets qui proposent lecture d'empreinte ou Face ID. Mais le problème de lecture empreinte et Face ID, c'est que en fait, on peut le déverrouiller sans votre réelle coopération. C'est-à-dire, vous dormez, Mhm. typiquement, on vous drogue, et ben, on vous prend la main et avec votre pouce, on déverrouille votre wallet. Voilà. Et pareil avec le Face ID. Alors que le code PIN, ça exige une vraie coopération active. On ne peut pas le faire pendant que vous êtes inconscient, autrement dit. Après, je crois que le Face ID, en tout cas sur iPhone, je sais pas pour Android, mais il faut que les yeux soient ouverts. Donc Ouais, ça mais protège un ça, petit peu, mais ça se truande facilement, ne serait-ce qu'avec une photo et de l'IA, ou voilà, je ne sais pas expliquer ouais. exactement, mais c'est assez simple à contourner en fait. Ok. C'est pour ça que le code PIN, au final, est pas une mauvaise chose. Ça paraît être plus pénible, mais c'est nettement plus fort. Ouais. Et au niveau du backup de la seed phrase, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que faut que, si par exemple on a mis 100 ou 200 euros dans un hardware, est-ce qu'il faut investir dans du métal ou est-ce que du papier ça suffit? Comment est-ce qu'on le garde? Comment est-ce qu'on le protège? Ouais. Quelles sont les bonnes Alors pratiques? pour des petits montants, effectivement, je pense pas que ça soit nécessaire et d'acheter un hardware wallet et d'avoir un backup complexe de seed phrase. Une fiche cartonnée peut suffire. Mais je dirais, si on veut aller un peu plus loin que la fiche cartonnée, bah déjà la mettre dans une enveloppe opaque pour pas que quelqu'un fasse une photo. Alors ça peut être un ami qui passe chez vous, un colocataire, votre frère, votre sœur, vos parents, je ne sais quoi. En fait, le risque, il est vraiment des gens qui peuvent à un moment ou à un autre être chez vous. Donc famille, amis, coloc, ce que vous voulez. Si quelqu'un le voit, il peut prendre une photo, hein, de la cite phrase, et derrière, vous dérobez votre crypto et il n'y a pas de trace d'effraction. Donc, c'est pour ça que ce qui est conseillé, à minima, c'est de mettre ça dans une enveloppe opaque, pour qu'on soit obligé de déchirer l'enveloppe, en fait, pour accéder à la cite phrase. Quand vous avez ne serait-ce qu'une fiche cartonnée, une petite enveloppe opaque, c'est très bien pour qu'il y ait une trace d'effraction et que vous n'ayez pas le doute que quelqu'un ait fait une photo, typiquement. Donc ça, c'est important. Le mettre dans un endroit, idéalement, euh, qui se trouve pas facilement, donc dans un endroit très inhabituel, et pas typiquement, je sais pas, dans votre table de chevet, qui est un peu l'endroit, le premier endroit auquel on pense. Ça peut être, je sais pas, dans un pot de fleurs, ça peut être scotché sur le revers en fait de l'intérieur de votre chasse d'eau. Ça peut être, voilà. Enfin, je donne des exemples comme ça, évidemment. Il faut essayer d'en trouver par soi-même pour pas faire tous pareil. Mhm. Mais il faut le mettre, voilà, dans un endroit un peu inattendu. Ça peut être euh, dans une boîte de café. Ça peut être, voilà, dans des endroits totalement inattendus, idéalement. Et toujours donc avec une enveloppe opaque pour qu'il y ait une trace d'effraction si quelqu'un a regardé en fait la cite phrase. Et qu'est-ce que tu penses c'est comme de séparer la suite phrase en plusieurs bouts, potentiellement avec plusieurs copies de chaque partie à des endroits différents? Est-ce que c'est pas trop risqué à faire? Alors ouais, ouais, ça c'est un peu, encore une façon d'aller de manière un peu plus évoluée, hein. Donc c'est utilisateur, on va dire euh, moyennement confirmé. Euh, Effectivement, l'idéal c'est que il ne suffise pas d'un seul endroit
et d'une seule effraction pour voler tous vos fonds d'un coup. Donc, idéalement, effectivement, il faut prévoir plusieurs points dans lesquels vous stockez votre sauvegarde et des points qui soient complémentaires, c'est-à-dire pas redondants. Parce que si c'est redondant, vous exposez encore plus votre passe-phrase. Si vous stockez votre passe-phrase à 3 endroits, c'est un ou qu'il faut pour vous compromettre. Alors que si votre passe-phrase elle est séparée en plusieurs morceaux, c'est un et. Donc il y en a un qui a une probabilité beaucoup plus importante de vol que l'autre, évidemment. C'est important de le dire. Et il y a ce qu'on appelle effectivement la séparation de la passe-phrase en plusieurs morceaux. Ce qu'on appelle aussi le protocole de Shamir, souvent en termes plus techniques et plus jargoniques. Et ça peut être une bonne idée, effectivement, de séparer la passe-phrase. Mais j'ai envie de dire, attention de ne pas la séparer n'importe comment. Parce que tous les mots de la passe-phrase n'ont pas la même importance. Et notamment, si vous séparez, alors je prends un exemple, mais si vous séparez en 4 une passe-phrase de 24 mots, que vous le faites bêtement, vous allez mettre 6 mots par fiche cartonnée. Et la dernière partie, en fait, elle sera un peu inutile. Parce que dans les 24 mots, il y a une somme de contrôle. Et il y a une partie qu'on peut brute forcer aussi très rapidement. Il faut savoir que 6 mots, on peut tester les combinaisons très rapidement dès lors qu'on connaît notamment l'adresse publique. Donc il faut pas que autrement dit, qu'il y ait peu de mots sur chaque carton, sinon le carton, on peut le brute forcer, autrement dit. Et il ne faut pas le faire de manière linéaire, en prenant les 6 premiers mots, puis les 6 suivants. Puis ça, c'est trop idiot et naïf, et pas bon d'un point de vue sécurité. Il vaut mieux utiliser vraiment le protocole de Shamir tel qu'il est conçu. Et sur GitHub, il y a des outils pour vous aider à faire ça. Et notamment pour séparer votre passe-phrase, mais pour aussi rajouter une clé de chiffrement sur cette passe-phrase. Donc déjà, ça va séparer intelligemment les mots en X morceaux, mais en plus, ça va ajouter un chiffrement, c'est-à-dire un facteur supplémentaire à ces mots-là. Ce qui fait qu'il ne suffit pas simplement d'avoir rassemblé en fait tous les secrets, il faut aussi un mot de passe supplémentaire. Un petit peu, en fait, de la même façon que il est recommandé de rajouter une passe-phrase à son portefeuille. Le principe de la passe-phrase, c'est de rajouter justement un mot de passe en plus de ces 12 ou 24 mots. Traditionnellement, c'est en plus d'avoir un mot de passe pour faire de la diversification. Comme ça, quelqu'un qui récupère votre seed, s'il n'a pas le mot de passe associé ou la passe-phrase associée, il ne peut rien en faire. Et ça, c'est un très bon moyen. On est toujours dans l'idée du double facteur, c'est-à-dire vous avez vos 12 ou 24 mots et vous rajoutez un mot qu'il faut connaître. Donc on est dans le je possède plus je connais, il y a bien 2 facteurs qui permet de dépenser derrière ces bitcoins. Comme ça, vous devenez insensible en fait à la saisie de votre seed directement, à condition évidemment de ne pas stocker son mot de passe et sa seed au même endroit, sinon ça ne sert à rien. C'est sûr. Et ce qui peut être bien, c'est pour ceux qui ont potentiellement beaucoup de fonds, c'est d'avoir la même seed par exemple et de mettre un peu de fonds sur la seed normale sans passphrase et ensuite mettre la majorité des fonds sur la même seed avec une passphrase en plus. Comme ça, si jamais vous vous faites attaquer, potentiellement la personne va avoir accès à la seed et va penser que c'est tout ce que vous avez, alors qu'en fait vous en avez sur une autre seed qui est chiffrée par une passphrase. Exactement. Donc ça, c'est encore un peu plus évolué dans les techniques parce qu'en fait, il y a vraiment des niveaux de sécurité graduels. Il n'y a pas une bonne façon de faire pour tout le monde. Il y a des méthodes plus ou moins pragmatiques selon son niveau de sécurité et selon ses risques. Par exemple, des gens qui ont des colocs, je disais, chez eux, c'est pas les mêmes risques que des gens qui vivent seuls. Ne serait-ce que ça, c'est tout bête, mais moi, j'envisagerais pas le même mode de sécurité dans les deux cas. Donc c'est vraiment aussi en fond.
c'est en fonction de son usage, où est-ce qu'on a l'habitude d'utiliser son wallet, de le déverrouiller, avec qui on vit, dans quel environnement on vit, dans quel pays éventuellement on vit aussi, parce que les risques ne sont pas les mêmes. Donc, moi, dans mon métier, l'analyse de risque, c'est toujours prendre en compte toutes ces conditions externes, parce qu'il n'y a pas une bonne sécurité dans tous les scénarios. Il y a des sécurités adaptées selon les cas d'usage et selon l'environnement. Mais sinon, ça serait trop facile. Je conseillerais à tous mes clients la même chose. Et j'ai le rapport qui est déjà tout fait. Et je le fais une fois dans ma vie. Et je peux recycler mon rapport et le donner à tout le monde. Bon, c'est pas du tout comme ça. Hein. T'aurais juste C'est un moi qui... PDF à envoyer. Chaque client, c'est vraiment un procédé de sécurisation différent, une organisation différente, des outils différents. Et donc, il n'y a pas de méthode parfaite. Ce qui est important de faire, c'est de monter graduellement en sécurité. C'est pas essayer tout de suite d'avoir la meilleure sécurité. Quand on débute, on fait des petits pas et on avance progressivement. Par exemple, commencer par utiliser un gestionnaire de mots de passe, ensuite utiliser une passphrase sur votre site, etc., etc. Et ce que tu parlais, donc, euh, d'avoir en fait, en quelque sorte, plusieurs portefeuilles sur la même seed, c'est effectivement un très bon procédé. Ça s'appelle en sécurité du déni plausible. C'est-à-dire que ça permet de nier à avoir beaucoup de crypto, mais tout du moins de montrer qu'on a été coopératif et qu'on a bien donné l'accès à son wallet. Et voilà, en sécurité, ça s'appelle du déni plausible dans le sens où on a donné l'accès à l'assaillant, à un wallet. Il peut voir qu'on a coopéré et pour autant, il va être très déçu parce qu'il va avoir un petit wallet où il n'y a pas grand-chose, qui est un wallet un peu fictif. Hmm. Donc, c'est bien d'avoir effectivement la même seed associée à deux passe-phrases différentes ou à deux mots de passe différents pour pouvoir faire ce déni plausible. Donc, on a un vrai wallet qu'on garde pour soi et si jamais on est forcé de dévoiler sa seed et son mot de passe, on donne le faux. Et sur Ledger, par exemple, il est possible aussi de mettre deux codes PIN dans ce type d'exercice. C'est d'avoir un code PIN pour votre vrai portefeuille avec la majorité de vos fonds et avoir un autre code PIN qui ne sert uniquement en cas d'urgence à déverrouiller votre ledger et à montrer que vous avez assez peu de fonds. Et bien sûr, Ça existe aussi sur les portefeuilles hardware un peu évolués. Ouais. Hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr, faut aussi, si on met ça en place, il faut aussi être très discret sur le montant qu'on a. Parce que si vous dites, j'ai 1 million de BTC, mais que vous montrez à l'assaillant que vous en avez en fait qu'un seul, pas forcément, il va pas vous croire et il va pas vous lâcher tant que vous Évidemment, voilà. donnez Ça accès. va avec une hygiène numérique, de fait de conserver ses adresses publiques, de ne pas se vanter d'être millionnaire, etc., etc., bien évidemment. Oui, c'est à la base, mais je pense que c'est important aussi de le rappeler. C'est même peut-être le plus important de ne pas en parler parce que si personne ne sait que vous avez des cryptos, il ira pas chercher votre seed dans votre bureau. Ah bah, le mieux, c'est d'être discret de toute façon. Il y a un dicton qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. C'est particulièrement vrai dans le monde crypto. Hein. Hmm. Oui, c'est sûr. Et on arrive quasiment à la fin de cette émission. Si jamais il y a des questions dans l'audience, n'hésitez pas à les écrire ou alors à demander la parole sur le space et on vous fera monter. Moi, j'ai une dernière question concernant la différence entre les 12 et les 24 mots. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce qu'il y a un cas pratique, un cas particulier qui peut justifier l'utilisation ou la préférence de 12 ou de 24 mots l'un ou l'autre ou est-ce qu'il n'y a pas de différence? C'est la grande question. Alors, ouais. Alors, dans les faits, c'est un débat qui revient souvent, effectivement. Dans les faits, il n'y a pas vraiment de différence en termes de sécurité entre 12 et 24 mots. Vous avez effectivement des hardware wallets qui supportent 12 mots et d'autres 24 mots. Ledger, voilà, ils ne supportent que 24 mots par défaut. Ça a souvent été un des reproches qu'on leur a fait. En réalité, bon, le niveau de sécurité entre les deux est quasi le même parce qu'en fait, la difficulté pour trouver 12 mots est déjà tellement extrême pour les trouver par hasard que passer à 24 mots, c'est extrême de extrême. Donc, dans les deux cas, la probabilité, elle est quasi nulle en fait.
La différence, par contre, elle va se faire si vous commencez à splitter vos mots en plusieurs petites fiches cartonnées, comme on a dit, ce qu'il faut éviter de faire en général, enfin aussi bêtement que ça. Parce que entre 12 et 24 mots, si vous splittez ne serait-ce qu'en 2 ou 3 fiches, les 24 mots, c'est plutôt safe. Mais si vous splittez en 2 ou 3 fiches les 12 mots, ça n'est plus du tout. Hmm. Parce que 12 divisé par 3, ça va faire 4. Retrouver 4 mots jusqu'à 6 ou 7 même, c'est facile avec un ordinateur. Et donc, c'est là qu'il va y avoir une énorme différence de sécurité, c'est si on commence à les séparer, ces mots. Entre 12 et 24, là, il y a une grosse différence. Mais si on ne les sépare pas, il n'y a pas de grosse différence. Et sinon, c'est marrant, je parlais hier sur un groupe de discussion, un chat sur Corny Chat au lundi malin, de gens qui avaient publié leurs 24 mots sur Internet, mais dans le désordre, et qui mettaient au défi les gens d'arriver à récupérer leur Bitcoin pour un challenge. Donc l'idée, c'est de publier ces 24 mots dans le désordre et de demander aux gens d'essayer de récupérer les bitcoins qu'il y a dessus. En fait, si on fait le calcul, ça mettrait de toute façon plusieurs décennies à retrouver, donc c'est extrêmement difficile, on va dire. Par contre, le même exercice avec 12 mots, ça mettrait que quelques heures. Donc c'est pour montrer la différence de complexité entre trouver une permutation sur 24 ou trouver une permutation sur 12, ça n'a aucun rapport en termes d'ordre de grandeur. Mais si on s'en tient vraiment aux mots dans l'ordre, en une seule fois, il n'y a pas de grosse différence. Ok. Qui est intéressant, c'est notamment une des questions de Megavox qui nous a bombardé de questions avant ce live. Ouais, il a posé beaucoup de questions avant le live, effectivement. Mais je crois qu'on a fait un peu le tour de ces questions et des questions que moi aussi j'avais. Et à ce Euh, propos de vie privée, sécurité, parce que c'est le titre du space, Megavox a posé une question intéressante pour savoir ce qu'était la Privacy Réunion lors de la conférence Paradigme Bitcoin. C'est complètement en phase avec le sujet de ce space, puisque c'est une journée dédiée à la vie privée et à la sécurité de ces fonds, beaucoup de blockchain, mais aussi de Bitcoin, hein, voilà. Donc justement, de toutes les avancées en termes de sécurité et de vie privée qu'il peut y avoir dans le monde crypto. Donc il y aura une journée de conférence sur Bitcoin, il y aura des workshops, et il y a aussi le samedi, il y a une journée entièrement dédiée aux aspects vie privée, sécurité, et c'est plutôt d'un très bon niveau. Voilà. Donc, c'est plutôt des experts qui vont parler sur le sujet, et ça se passera le 3 et 4 juillet à Neuchâtel en Suisse. Paradigme Bitcoin. ok, super. Mais justement, moi j'étais en train de me poser la Voilà, question si j'allais y il y a une aller. journée dédiée à notre sujet de discussion de ce soir, autrement dit. Intéressant. Bah ouais, j'hésitais justement à y aller, donc ça me donne un peu plus envie. Donc à voir. Le vendredi, ça va être plutôt une journée plutôt d'initiation. En tout cas, les tracks de speakers, là, il y a des très, très bons speakers, mais ce sera plutôt orienté débutant. Les workshops, ça sera médium, on va dire. Et le samedi, c'est vraiment une journée pour les fans de vie privée et de sécurité. Ok. Ok, super. Bah, à suivre de près, donc le paradigme Bitcoin de Neuchâtel cet été. Et bah de mon côté, écoute, on a abordé un peu tous les sujets. Je pourrais encore lancer plein de sujets, mais sinon ça va faire une émission beaucoup trop longue. Et est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Je sais pas, quelque chose envoyé vers vers la loi narcotrafic, sensibiliser. Je sais pas, un dernier mot, peu importe, pour conclure. Alors pour conclure, essayez de minimiser les informations que vous donnez, comme on l'a expliqué, hein, de ne pas réutiliser aussi les informations d'un site à l'autre, et puis de mettre hors ligne tout ce que vous pouvez mettre hors ligne, type sauvegarde, seed, mot de passe, etc., etc. Hein. Mettre le moins de choses en ligne, et quand on dit en ligne, c'est-à-dire sur son ordinateur. Hein. Donc essayez de ne pas prendre de photos de choses sensibles. J'ai des gens dans mon entourage qui prennent des photos de leur site phrase, c'est typiquement ce qu'il faut pas faire. Hein. Les photos, faut savoir c'est synchroniser avec les clouds hein, et que ça se retrouve en ligne. Donc quand vous avez des informations que vous voulez sauvegarder, il faut les sauvegarder sur papier, hors d'un système informatique autrement dit, pour pas que ça soit piraté.
Ouais, c'est sûrement le plus important, hein. Mais bah écoute, Voilà. Merci à merci. toi pour l'invitation et la discussion très intéressante. Bah c'était ouais, c'était plus des questions et toi qui répondais, hein, mais merci à toi pour avoir accepté cette invitation. Et est-ce que t'as abordé tous les sujets que t'avais prévus ou il y avait d'autres choses que tu voulais aborder? Non, bon, on a fait le tour. Si des gens veulent me soutenir sur le- tout ce qui est fuite de données et réglementation, bah, il y a ma pétition. Pour retrouver ma pétition en ligne. Voilà. Et puis, je pourrais répondre aux questions sur X également. Ouais, je vais aller juste la. Bah, j'ai épinglé normalement l'article que tu as publié sur l'INBI. Enfin, la lettre, pardon, que tu as publié sur l'INBI. Et donc, un Voilà, peu plus bas, il y a je demande pas, je demande pas de soutien financier, hein. Donc, si le site Mes Opinions vous demande un soutien financier, c'est pas la peine, hein. Je préfère bien plus une signature que 10 euros de soutien financier, pour être honnête. Voilà. bah, au Donc, moins, pas de soutien financier, s'il vous c'est plaît. noté. Et juste des signatures et de relayer ça. Ouais, et donc, bah, sur cet article, vous pouvez retrouver aussi ouais, donc, la pétition de mes opinions. Pensez à refuser les cookies, évidemment. Et, et donc là, vous pourrez ensuite signer la pétition. Déjà, presque 300 signatures. Ouais, on n'en est pas très loin. Après, j'ai conscience qu'il y a beaucoup de bitcoiners qui ne souhaitent pas donner leurs informations personnelles. Vous pouvez par ailleurs marquer un nom, prénom vide, hein, et utiliser un mail jetable, hein, ça fonctionne pour ceux qui veulent donner aucune info. Ouais. Et bah écoutez, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Merci beaucoup encore une fois, Renaud, d'avoir pris ton temps et Merci à toi. d'enchaîner une autre interview juste pour moi. Et écoute, repose-toi bien et bon courage pour les prochaines. Bah, bonne soirée à toute l'audience. À très bientôt. Au revoir. Salut, bonne soirée.